Bonjour mesdames et messieurs, chers amis. C'est un réel plaisir de se retrouver dans ce cadre magnifique qu'est Giverny, cadre historique et précurseur il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, encore porteur d'idées neuves et prometteuses, je l'espère. Merci aussi à Romain Mouton d'avoir su imaginer ce rendez-vous et d'avoir réussi pour cette première édition à réunir ce plateau très divers mais de très haute qualité. Et c'est pour moi donc un honneur d'ouvrir cette journée. Le programme est riche, donc mon propos sera centré sur deux questions clés. Pourquoi la responsabilité sociétale des entreprises et comment la responsabilité sociétale des entreprises? Pourquoi la RSE? Parce que le monde nouveau l'exige bien sûr. Le siècle passé a été à bien des égards assez inédit. Il y a bien eu les tragédies que l'on connaît, 2 conflits mondiaux, la Grande Dépression, mais aussi des progrès considérables qu'ont été le développement de l'électricité ou encore la diffusion du pétrole et les mobilités qu'il a permises, comme celle de l'automobile, bien évidemment. Il y a également l'avènement de l'électronique et de l'informatique qui ont révolutionné le monde économique, ou encore l'euphorie insouciante des Trente Glorieuses, la montée du communisme et sa confrontation avec l'économie de marché. La chute du mur de Berlin et l'arrivée de Deng Xiaoping ont sonné la fin de l'économie ultra-planifiée et étatiste. Nous avons pu ensuite croire au multilatéralisme, à un monde multipolaire très libéral qui aurait remplacé le condominium soviético-américain. Le XXIe siècle se présente pour moi de façon radicalement différente. Le changement climatique, la perte de biodiversité, la raréfaction des ressources naturelles constituent les enjeux majeurs de notre siècle. Nous prenons enfin conscience de la finitude de notre planète et du déclin de ses écosystèmes. Alors que chaque siècle a apporté par le progrès technologique un accès facilité à des ressources toujours meilleur marché, sans souci de leur épuisabilité, nous nous trouvons aujourd'hui devant l'impératif de devoir consommer moins de ressources tout en étant bien plus nombreux. Les matières premières vont devenir toujours plus chères car plus rares, nos rejets divers de plus en plus réglementés pour préserver la vie sur notre planète. Un exemple, et nous le savons tous dans cette salle, nous devons diviser par au moins 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le paradigme se trouve donc inversé. Après l'amélioration de la sécurité des travailleurs, la deuxième moitié du XXe siècle a vu se développer les réglementations environnementales, fondamentalement pour diminuer les impacts sur notre environnement immédiat. Chacun a en tête les toiles de Claude Monet où l'épaisseur du fog londonien doit beaucoup aux premières industries lourdes. Aujourd'hui, notre défi se pose à une autre échelle. Il s'agit de protéger notre patrimoine commun, la planète. Alors, comment nous organiser? Au niveau international, le bilan de la diplomatie environnementale est aujourd'hui peu encourageant. Les organismes internationaux sont de plus en plus critiqués lorsqu'ils ne sont pas sabotés. Comme l'Organisation mondiale du commerce, paralysée de fait depuis une quinzaine d'années, est menacée, si on ose le dire, d'arrêt cardiaque dans les prochaines semaines. Ou encore, comme l'UNESCO, dont certains pays clés se retirent. Par ailleurs, les accords signés sont vite dénoncés. Kyoto, Paris. Enfin, la communauté internationale n'a pas su créer de véritable organisation mondiale de l'environnement. Dans le même temps, les pays en développement nous mettent devant nos responsabilités historiques. De quel droit leur refuserions-nous le même développement que le nôtre? Parce que nous avons consommé avant eux toutes les ressources prétendument communes. Par ailleurs, le sujet des inégalités est posé avec une acuité croissante, non tant en raison de leur accroissement réel ou supposé, mais plutôt parce que leur acceptation diminue drastiquement. C'est l'un des enseignements du mouvement des Gilets jaunes et c'est aussi ce qui alimente les mouvements populistes en Europe, mais aussi aux États-Unis. Une opposition Trump-Sanders aurait été impensable il y a 15 ans, avant la crise de 2008.
En fait, nous faisons face, d'une part, à l'inquiétude des jeunes générations qui s'interrogent et surtout nous interrogent sur l'état à venir de notre Terre en 2100 et même dès 2050. Et d'autre part, nous sommes confrontés au refus d'une partie de la population de voir son niveau de vie gelé, voire rogné, du fait du statu quo d'une économie occidentale qui stagne depuis 2008 avec une croissance faible, à peine supérieure à l'accroissement de la population. Ces changements transforment évidemment profondément le monde de l'entreprise. Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants, et tout particulièrement la catégorie des millennials ou de la génération Z. Ces catégories sont extrêmement vigilantes vis-à-vis de thèmes qui peuvent apparaître comme nouveaux. Le bien-être animal, les conditions de production ou encore l'impact environnemental des produits consommés. Qu'il s'agisse, et pour moi c'est ça qui est intéressant, des biens de première nécessité comme les produits alimentaires ou sur les objets de luxe. Les acteurs financiers, quant à eux, rejoignent également le mouvement en incluant des critères de RSE et particulièrement dans leur politique de risk management. C'est pourquoi il y a bien donc nécessité d'aborder les deux sujets de la responsabilité sociale et de la responsabilité environnementale concomitamment, tout de suite et encore de façon plus intimement liée. Pour moi, c'est cela la responsabilité sociétale des entreprises et c'est devenu incontournable. Alors la RSE comment ? Par les États à l'ONU, c'est souhaitable et sans doute indispensable, mais cela sera long, très long, voire trop long. Combien de crises climatiques, combien de catastrophes écologiques avant de pouvoir aligner 150 pays et même tout simplement le G20 ? C'est ce qui avait conduit d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, dès 2000 à Davos, de lancer le Global Compact, puis à faire acter lors du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg en 2002, par plus de 100 chefs d'État et de gouvernement, la nécessité d'engagement volontaire de la part des entreprises. Les entreprises aujourd'hui, elles ne peuvent plus tourner le dos aux problèmes. Elles seront d'ailleurs désignées comme les principales fautives, puisque ce sont elles qui produisent, qui polluent, qui génèrent les inégalités, pour l'essentiel. Souvenons-nous d'exemples médiatiques et qui touchent le secteur du textile, comme le Rana Plaza. Si, comme le notait déjà Victor Hugo, contemporain des impressionnistes, tout ce qui augmente notre liberté augmente notre responsabilité, si chacun peut et doit faire quelque chose, alors quoi et surtout comment ? Chez Kering, sous l'impulsion de notre PDG François-Henri Pinault, nous nous sommes résolument engagés sur les 3 piliers du développement durable, convaincus que développement, c'est-à-dire économie, environnement et social, doivent être pensés ensemble. Comment ? Non pas en restant à l'abri de nos murs, ni même dans nos ateliers de couture, mais en regardant l'impact de nos activités sur toute la supply chain, puis en aval, en développant le recycling, donc le recyclage, pardon pour l'anglicisme, et le upcycling. Cette vision nous a conduit à publier dès 2015 ce que l'on appelle notre compte de résultat environnemental, l'IPNL. C'est un outil assez révolutionnaire, je dois le dire, qui permet de donner une valeur monétaire à l'impact environnemental de nos activités, non seulement dans nos propres opérations, mais aussi tout au long de notre chaîne de fournisseurs. Et nous avons ainsi vite mesuré que la très grande majorité de nos impacts, plus de 90%, se situaient au sein de la chaîne de fournisseurs, c'est-à-dire au-delà de nos frontières légales et même plus particulièrement très en amont dans notre chaîne de fournisseurs et de production, au niveau de l'extraction de matières premières, au niveau de l'élevage ou tout simplement du champ de coton. D'où pour moi cette première idée forte que je souhaiterais partager avec vous ce matin. Il faut raisonner sur l'impact global provoqué par nos activités, sur ce que certains appellent l'entreprise étendue.
Agir avec nos fournisseurs amont est une bonne idée. Est-elle crédible? Je vais vous répondre pour le groupe. Un groupe comme Kering, la réponse est majoritairement oui. Mais plus globalement, si on veut encore aller un cran plus loin, c'est bien telle ou telle activité sectorielle amont qu'il faut faire évoluer et accompagner. D'où la deuxième initiative récente présentée par François-Henri Pinault au G7, qui est une coalition internationale qui s'appelle le Fashion Pact. C'est une coalition qui, pour moi, est historique. Historique parce que c'est la première fois que 32 acteurs majeurs de la mode, donc 150 marques, français, allemands, italiens, américains et même chinois, décident d'agir en matière environnementale et d'aller au-delà des demandes exigées par la réglementation. Ces acteurs représentent plus de 30% du secteur. Le Fashion Pact comprend 3 axes majeurs qui sont pour moi, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, parmi les enjeux essentiels de notre siècle. Évidemment, le changement climatique, la perte de biodiversité, mais aussi la protection des océans. Ce Fashion Pact a été rendu public à l'Élysée à la veille du G7. Et pour moi, pareil, quelque chose qui est extrêmement puissant. François-Henri Pinault a eu l'occasion de le présenter devant les chefs d'État et de gouvernement, avec qui un court dialogue s'est engagé. Et encore une fois, c'est essentiel de montrer que le secteur public et le secteur privé peuvent travailler ensemble. Face au défi environnemental et social inédit de notre siècle, il n'y a donc pas concurrence, mais au contraire, synergie entre les États et la société civile, au sein de laquelle, évidemment, les ONG ont un rôle à jouer, mais encore plus les entreprises qui, elles, ont un rôle capital pour faire évoluer le système. Voilà donc mon message. Il y a urgence de RSE. La réponse, c'est l'innovation. Nous pourrions en parler. C'est la mobilisation et c'est la coopération. Tout d'abord, celle des entreprises qui doivent prendre leur destin en main. La loi Pacte nous y encourage, les ONG aussi, et l'ensemble des autres parties prenantes. C'est pourquoi je terminerai par quelques mots sur Kering. Chez Kering, la RSE est au cœur de notre stratégie. Offrir à nos clients des produits qui font rêver et qui sont irréprochables, tout notamment au plan social et environnemental. Je pense que c'est la préoccupation qui nous réunit aujourd'hui. Et je nous souhaite d'excellents débats pour nous permettre de porter plus haut, plus fort et plus vite la responsabilité sociétale des entreprises. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.